Bonsoir à toutes et tous. C'est avec plaisir que ce soir, après presque un an d'interruption, nos conférences reprennent. En ligne, mais elles reprennent. Nous allons continuer nos podcasts, l'alimentation de notre blog, et nos simulations de gestion de crise. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook pour avoir toutes les informations. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la stratégie, entendue au sens large. Le 22 janvier dernier, le ministère a publié l'actualisation stratégique 2021. Ce document reprend énormément de sujets, qu'ils soient diplomatiques, militaires ou économiques. Et c'est en lisant ce document qu'on a eu l'idée de cette conférence. Pour répondre à cette question, quelle stratégie pour la France, qu'on a voulu volontairement assez générale, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le général Christophe Gomard et Cyril Brett, qui ont tous deux participé à nos podcasts. Donc un peu d'autopromotion, on vous invite à aller les écouter. Mais pour les présenter rapidement, mon général, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes officier saint-cyrien et à votre sortie de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, vous avez décidé de servir dans l'arme blindée cavalerie et particulièrement le 13e régiment de dragons parachutistes. Vous avez connu de nombreux théâtres d'opération et avez été l'adjoint de Bernard Bachelet, le premier coordonnateur national du renseignement, avant de devenir successivement commandant des opérations spéciales et directeur du renseignement militaire. Pendant ces fonctions, vous avez notamment lié le monde militaire et le monde privé, particulièrement, on va dire, l'industrie avec la création du Sofins. Et désormais, vous êtes auteur et directeur de la sûreté chez Unibail Rodamco Westfield. Cyril Brett, bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes normalien, agrégé et docteur en philosophie, diplômé également de Sciences Po, de l'IHEDN et de l'ENA. Vous êtes inspecteur général de l'administration, directeur de la prospective chez Naval Group et auteur. Vous dirigez également le blog Eurasia Prospective que vous avez fondé avec Florent Parmentier qui traite, comme son nom l'indique, des questions géopolitiques et géostratégiques en Eurasie. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour présenter rapidement le fonctionnement, nous allons aborder à travers les différentes menaces qui pèsent sur notre pays et que nous allons qualifier de menaces armées, non armées et structurelles, des questions allant du risque terroriste à la résilience de nos moyens de production, en passant par exemple par nos alliances ou le risque de la désinformation. Mais si vous voulez bien, rentrons dans le vif du sujet. Récemment, un ancien commando marine qui a publié un livre sous le pseudonyme de Louis Seillant dans son livre, il parle justement de son expérience dans la lutte sur le terrain contre les groupes terroristes armés, mais il rappelle aussi que ça a des actions chez nous. Aujourd'hui, quel est le niveau de la menace terroriste ? Si j'en crois ce que disent les services de renseignement, même si je n'y suis pas, même si je n'y suis plus, pardon, j'ai encore quelques contacts parmi eux et j'écoute ce qu'ils racontent. Et en particulier, j'ai écouté ce qu'a raconté l'actuel directeur général de la sécurité extérieure, Bernard Rémier, lors d'un comité exécutif à Orléans, où il s'exprimait après la ministre Florence Parly et avant le chef d'état-major des armées, qui s'exprimait également sur ce sujet. Lui, il est assez direct, Bernard Rémier, quand on l'écoute. On voit bien qu'en particulier au Sahel, il existe toujours deux groupes terroristes assez importants, avec une résurgence systématique de terroristes qui j'allais dire, non pas renaissent de leurs cendres, tel le phénix, mais en tous les cas, arrivent à recruter facilement. Alors pourquoi recrutent-ils ? Ils recrutent parce qu'il y a un taux de chômage important et qu'ils proposent un salaire à ces apprentis terroristes qui rejoignent donc soit un groupe qui est rattaché à Al-Qaïda et soit un autre groupe qui est rattaché à l'État islamique. On voit bien également qu'en Irak et en Syrie, les attentats continuent. Le terrorisme est toujours là. Et on sent bien également en Europe, chez nous en particulier, qu'il y a toujours des menaces. Si on écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et si on écoute les services qui sont chargés de la lutte contre le terrorisme, les menaces sont toujours là et ils arrivent à détecter, heureusement en amont, un certain nombre d'attentats possibles heureusement qu'ils empêchent en agissant en amont. Donc oui, la menace terroriste est toujours là. Mais dans le même temps, on peut voir qu'en termes de menaces, il existe une remilitarisation assez importante d'un certain nombre de pays, en particulier la Chine, qui doit sortir son 4e porte-avions, me semble-t-il. La Chine, qui jusqu'à il y a une dizaine d'années ne faisait pas de circumnavigation, c'est-à-dire avec sa marine
n'était pas capable de faire le tour du monde. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que la Chine était actuellement en train de se réarmer de façon assez importante et était capable, effectivement, on voit bien en particulier en mer de Chine du Sud, toute cette, ils ont sorti à partir d'îlots émergents, ils en ont fait des bases aéroportuaires, presque avec des possibilités pour des avions long courriers de se poser. Et on voit bien qu'ils cherchent à l'heure actuelle, ils poussent à face avec Taïwan pour savoir si, effectivement, les États-Unis d'Amérique sont en mesure, vont soutenir leur allié qu'est Taïwan. La vraie question, ça va être que va-t-il se passer avec le nouveau président Joe Biden. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai participé en début de semaine dernière à un espèce de séminaire avec un ancien amiral américain, un ancien amiral allemand et un général britannique, ainsi qu'une chercheuse australienne. Et le thème, c'était l'OTAN ou défense de l'Union européenne au temps de l'ère Biden. Ce qui est, moi, je suis un peu rentré dans le... Je n'ai pas été d'accord avec tout le monde parce que quand on est une coalition comme l'OTAN s'est créée contre qui? Elle s'est créée contre un ennemi qui était le pacte de Varsovie. Et je pense que pour avoir une coalition, il faut avoir un minimum un ennemi. Alors, quel est cet ennemi? Et ce que je leur ai dit, c'est que selon moi, l'ennemi n'est pas russe. La Russie, potentiellement, effectivement, ne cherche pas à être un ami, mais est-ce qu'on l'aide à être à nos amis? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas du tout pro-russe, hein. Surtout ne me faites pas dire que je suis pro-russe, mais je cherche à analyser et à faire réfléchir sur ce sujet-là. Est-ce que la Turquie n'est pas un ennemi? La Turquie qui aide des terroristes, la Turquie qui pousse les migrants chez nous, est-ce que c'est un... Voilà. Alors, une coalition de pays, j'allais dire comme le sont aujourd'hui les pays de l'OTAN, finalement, on défend nos valeurs, c'est-à-dire nos valeurs qui sont en particulier la liberté telle que nous la vivons aujourd'hui dans les pays occidentaux et en Amérique du Nord. Enfin, Amérique du Nord, j'entends États-Unis et Canada. Donc, pour moi, ça reste une question et c'est assez intéressant d'en débattre parce qu'effectivement, tous les avis sont possibles. Certains voient la Turquie toujours comme un partenaire, d'autres voient la Russie comme un pays ennemi. Mais en quoi la Russie est-elle un ennemi? Est-ce que la Russie envahira un pays de l'OTAN? Je ne le pense pas. Lorsque j'étais directeur du renseignement militaire, le patron, ce qu'on appelle le SACEUR, donc le Supreme Allied Commander in Europe, avait appelé le SEMA du moment, qui était le général Pierre de Villiers, en lui disant « Les troupes russes vont envahir l'Ukraine, ils sont 40 000 massés à la frontière ukrainienne ». Directeur du renseignement militaire, j'avais fait l'analyse et regardé ce qu'on avait comme renseignement. Et selon moi, les Russes n'allaient pas attaquer. Ils allaient déstabiliser l'Ukraine, et on a vu, ils l'ont fait durablement. Mais l'Ukraine, quand l'OTAN propose à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, est-ce que ce n'est pas un chiffon rouge qu'on agite devant les Russes? Parce que finalement, Kiev, c'est l'une des premières capitales russes. La Crimée, elle était russe également. Et finalement, l'un des problèmes russes, c'est comme nous, c'est comme pour l'Europe de l'Ouest, j'allais dire, ils ont à faire face à un certain islamisme radical et qu'ils cherchent à combattre, évidemment. On l'a bien vu, alors en Tchétchénie, ils ont mené une guerre qui, comment dirais-je, était assez désastreuse. Mais on voit bien derrière ça donc ils ont cherché à avoir en Tchétchénie un président de la République tchétchène qui est, j'allais dire, leur affidé et qui a fait la guerre avec eux contre d'autres tchétchènes. Donc oui, pour moi, ça reste une question. Donc, résurgence des empires, je ne sais pas, mais on voit bien néanmoins que la Turquie est très présente en Libye et donc essaie de retrouver les limites de l'Empire ottoman tel qu'il existait au XIXe siècle. L'Iran, finalement, la Perse, cherche à acquérir l'arme nucléaire en dealant avec la Corée du Nord parce que il ne faut pas oublier que c'est une vieille civilisation. La Chine, bien sûr, la Russie, qui a toujours des rêves d'empire. Et face à ça, on a en Europe finalement des gens qui ne veulent plus de guerre, ce que je comprends parfaitement, parce que la guerre, c'est assez terrible. Mais en même temps, encore faut-il savoir être capable de se défendre.
On reviendra dans une deuxième partie sur l'armement et Maxime va poser un certain nombre de questions, mais avant, je voudrais que Cyril Brett puisse également s'exprimer et donner son avis. Merci, mon général. Donc, je vais avoir une difficulté, je vais avoir deux difficultés. D'une part, la difficulté de trouver un point avec lequel je suis en désaccord frontal avec le général Gomard, et une deuxième qui est d'avoir quelque chose à ajouter, puisque le panorama est assez complet. Je ferai donc quelques petites remarques dans les quelques annotations dans les pages, dans la marge des pages qui viennent d'être écrites. Quand j'ai reçu votre invitation, Maxime, merci beaucoup. Ça m'a fait relire en fait l'actualisation stratégique, et puis ça m'a fait relire cette actualisation stratégique pour essayer de voir ce qui présente une inflexion par rapport au livre blanc successif et à la revue de défense nationale, notamment concernant la menace asymétrique. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce texte et qui doit nous donner beaucoup à réfléchir, c'est que les menaces asymétriques aujourd'hui proviennent et d'entités étatiques et d'entités para-étatiques ou qui essayent de se faire passer pour des États dans le Sahel. Ça a été malheureusement le cas également au Moyen-Orient avec Daesh, et d'organisations qui sont des organisations criminelles clandestines. Et c'est ça ce qui m'a frappé pour voir comment la conflictualité avait évolué depuis que je suis un peu précisément les livres blancs, donc en gros depuis l'ère Sarkozy. C'est que la conflictualité asymétrique devient un fil rouge de cette actualisation stratégique, devient un fil rouge de notre grille d'analyse, à nous Français, à nous Européens, à nous Otaniens, et que nous nous trouvons devant devoir affronter ces menaces asymétriques avec nos forces armées, avec nos forces de sécurité à l'intérieur et à nos frontières, et que les auteurs de ces menaces asymétriques, eh bien, ce sont aussi bien des États, la déstabilisation russe, la déstabilisation iranienne, la déstabilisation venant également de Turquie, et ce sont des non-États, ou ce sont des organisations qui essayent de se faire passer pour des États. Et on le voit bien, le fait que nous les qualifions d'asymétriques ou d'hybrides ou d'atypiques ou de nouvelles, montre bien que nous ne sommes toujours pas à l'aise vraiment avec ce paradigme où le soldat au fin fond d'un massif montagneux au Mali et le policier sur la voie publique dans une de nos grandes villes concourent à cette même politique publique qui est de lutter contre des menaces terroristes qui se transforment, qui renaissent constamment. Ça, c'est vraiment le côté frustrant de la lutte anti-terroriste, et qui, quand elles n'utilisent pas des armes de guerre dans les rues de Paris, eh bien, recourent, on l'a vu à l'automne dernier, à des armes blanches à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine ou rue Nicolas Appert, de sorte que c'est une espèce de menace permanente, très ancienne d'ailleurs, et qui pourtant, dans ses modes d'action, se transforme constamment. Et je pense que c'est vraiment un des points forts de cette actualisation stratégique, malheureusement un des points faibles des résultats que nous avons remportés. C'est-à-dire que nous avons eu beau consacrer énormément de ressources, d'intelligence, de vie humaine malheureusement, de crédits budgétaires, de réformes administratives, de programmes politiques pour combattre cette menace asymétrique, qu'elle soit terroriste ou qu'elle soit étatique, et nous n'y arrivons toujours pas. Ça, c'est une des grandes frustrations des résultats, mais ça n'est pas parce que nous ne pouvons pas remporter une victoire définitive et totale que nous ne devons pas continuer à lutter. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points que je souhaiterais souligner en complément de ce qu'a dit le général Christophe Gomard, c'est cette menace asymétrique et cette menace terroriste continuent, perdurent, se transforment et doivent continuer à être au centre de nos préoccupations, pas seulement de nos préoccupations militaires, pas seulement de nos préoccupations stratégiques et policières, mais plus largement civiques, puisque ce qui est attaqué, c'est un modèle de société, et notamment un modèle de société ouverte basé sur des libertés fondamentales garanties, celle de s'exprimer, de circuler,
de croire, de ne pas croire, d'aller au culte ou de ne pas y aller, et de pouvoir étaler nos différences sans recourir à la violence physique. En ce qui concerne le deuxième point, la résurgence des empires, je souscris en partie à ce qu'a dit Christophe Gomard, c'est-à-dire que nous avons affaire dans notre voisinage immédiat à au moins 3 grands héritiers d'empires, qu'il s'agisse de l'Empire russe, de l'Empire turc, donc ottoman, et de l'Empire persan. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran. Mais je crois que ce qui fait vraiment le danger de ces menaces-là, ce n'est pas de véritables projets impériaux. Un projet impérial, c'est un projet qui peut être violent sur des champs de bataille, mais qui a pour but de mettre en ordre en fait un voisinage, de s'élargir par marche, par conquête, par constitution de colonies, par constitution d'États vassaux. Ce qui est très problématique avec ces 3 acteurs-là, Turquie, Iran, Russie, c'est qu'ils ont surtout des projets de déstabilisation. Ils n'ont pas forcément un projet avoué, conceptualisé, dont ils auraient les moyens de reconstituer une véritable administration d'empire, mais en tout cas d'empêcher les autres et au principal chef d'empêcher l'Union européenne de pouvoir développer ces partenariats sur le flanc est, sur le flanc sud-est et sur le flanc sud, sans les déstabiliser. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'action qui a été menée par la Turquie dans le domaine diplomatique, dans le domaine naval, dans le domaine de l'information aussi, ne le négligeons pas, dans le domaine de l'activation de ces diasporas qui sont nombreuses en Allemagne, en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, a moins visé à la reconstitution d'un empire, projet qui n'est pas à portée de main pour la République turque actuelle, mais à empêcher l'Union européenne d'assurer elle-même sa sécurité des frontières. Les épisodes sur la frontière gréco-turque, qu'elle soit terrestre ou navale, en attestent. C'est tout le problème de la politique de Russie. C'est-à-dire, c'est une politique qui, à travers des conflits gelés, empêche l'Union européenne d'obtenir des résultats dans ses partenariats orientaux, en Baltique, en mer Noire, dans le Caucase, mais ne propose pas d'ordre alternatif. Donc, en fait, c'est moins la résurgence des empires que l'incapacité des empires à se reconstituer, là, qui constitue une source de risque de déstabilisation géopolitique sur le long terme. Voilà sur ces deux points ce que je pouvais modestement ajouter à ce qui a déjà été dit et à ce qui est contenu dans l'actualisation stratégique. Alors, justement, ça a été rapidement évoqué, mais on a vu que sous l'administration Trump, les Européens, entre guillemets, ont eu un sursaut pour se dire défendons-nous aussi en tant qu'Européens. Avec l'administration Biden, est-ce que c'est quelque chose qui doit se poursuivre ou est-ce que ça y est, le grand frère américain est de retour et à ce moment-là, beaucoup de pays d'Europe centrale vont redonner, entre guillemets, les clés de leur défense à l'allié américain? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver ou est-ce que ce n'est pas encore certain? Et est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce qu'en quelque sorte, l'OTAN n'est pas une solution de facilité pour une Europe qui est encore, allez, on va oser le terme, mais qui est encore au stade de l'adolescence? Alors, c'est vraiment, pour répondre directement à votre question, ça y est, ça a déjà eu lieu. Que ce soit à Bucarest, que ce soit à Riga, que ce soit à Varsovie, ça y est, les Européens que je rencontre, ceux auxquels j'essaie de vendre des navires, mais c'est une plaisanterie, ceux avec lesquels j'essaie de m'entretenir, ça y est, pense qu'avec Biden, on est revenu à une diplomatie respectueuse des formes de la multilatéralité, qu'on est revenu à un allié fiable et dur face à la Russie, mais que les tentatives de la France, un peu isolée, il faut bien le dire, pour développer un niveau de conscience stratégique un peu plus élevé ou un peu moins bas, en fait, dans cette partie de l'Europe, sont un peu ruinées. Et ben, c'est pour ça qu'il faut accélérer, à mon avis. C'est pour ça qu'il faut continuer à répéter aux Européens que ils doivent avoir la maîtrise de leur destin. C'est une maîtrise qui n'est jamais totale, qui n'est jamais complète, qui ne pourront pas préserver définitivement. Mais il faut qu'ils
qu'ils augmentent leur effort de défense. Alors, effort de défense, Trump l'avait placé sur le plan de la comptabilité nationale en ne parlant que des 2% consacrés au budget de défense. Mais l'effort de défense, c'est un effort collectif, celui pour les élites politiques, économiques, administratives, de comprendre que les questions de défense ne sont pas des questions pour les militaires, mais sont des questions pour toute la nation. Un effort évidemment industriel, ça, la coordination européenne a beaucoup d'efforts encore à produire. Et puis, évidemment, un effort de dialogue sur la définition de ce qu'on considère comme un risque, comme une menace et comme une agression. Donc oui, là, je pense que les Européens ne devraient pas, je paraphrase ma tribune dans les Échos sur le sujet, les Européens ne devraient pas trop compter sur Biden. Je rejoins ce que dit Cyril Brett, vraiment. Oui, mon général. J'avais peut-être une question un peu plus particulière pour vous, toujours sur cette idée-là, d'où en est en quelque sorte une conscience européenne de défense. La ministre a lancé récemment, enfin il y a un peu plus d'un an désormais, la task force Takuba, qui réunit des forces spéciales de différents pays européens. Est-ce que justement il y a une certaine alors, interopérabilité, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce qu'il y a des partenariats réguliers, une acculturation, on va dire, entre toutes les forces spéciales européennes? Peut-être que c'est un premier pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant de répondre à cette question, parce que ça en sera la conclusion de mon court propos, ce qui est certain, c'est que certains en France espéraient que Trump soit réélu, parce qu'en se disant, comme ça, les Européens se rendront peut-être compte qu'il faut vraiment qu'on s'arme entre nous et qu'on monte une vraie Europe de la défense. Je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Cyril Brett sur les 2% du PIB voulus par l'aspect comptable de l'OTAN, même si cet aspect comptable est intéressant parce que ça montre bien l'effort qu'est prêt à faire le pays pour la défense, enfin, au sein de l'OTAN. Et finalement, ce qui était une première avec Trump et un espèce de réveil peut-être un peu douloureux pour certains pays européens, c'est de se dire, mais en fait, oui, c'est vrai, le parapluie américain, qu'est-ce qu'on va en faire? Et derrière ce parapluie américain, c'est également le parapluie nucléaire. C'est ça dont il faut bien se rendre compte. C'est que, en plus, aujourd'hui, avec la Grande-Bretagne qui finalement a quitté l'Europe, la seule armement nucléaire qui existe aujourd'hui, c'est l'arme nucléaire française, et qui évidemment, en cas d'attaque d'un pays de l'Europe, je ne sais pas si l'arme nucléaire, je ne suis pas responsable de la dissuasion, mais en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée. Ce que je vois, moi, et ça tombe bien que quelqu'un d'Aval Group soit avec nous ce soir, c'est que les Européens n'achètent pas européens. Les Européens achètent américains parce qu'ils veulent être sûrs que les Américains interviendront s'ils ont des soucis. Et en particulier, tous les anciens pays d'Europe de l'Est. Mais quand je vois que même certains pays européens, plutôt de l'Ouest, continuent d'acheter du matériel américain alors qu'on fait la même chose en Europe, oui, je pense qu'il faudrait avoir une vraie industrie de défense européenne. Alors, on a cherché à le faire avec la 400M, on en a entendu parler, on a bien vu tous les soucis que ça posait. Mais Paris ne s'est pas fait en une journée non plus. Mais je pense, les Américains veulent nous vendre le F-35, veulent vendre aux Européens le F-35. Et justement, en disant, sinon, vous ne serez plus interopérable avec nous. Et en cas d'événement dans votre pays, eh bien, on ne pourra plus travailler ensemble, puisque vous n'aurez pas les moyens d'être interopérable avec nous. Or, si vous achetez le F-35, eh bien, vous le serez. Parce que le F-35, ce n'est pas uniquement le problématique de l'avion. L'avion, ça reste un avion, ça vole pas. Non, mais ça n'est qu'un vecteur. Ce qui compte, c'est tout l'ensemble, tout l'environnement autour de cet avion. Et ça, pour moi, c'est un des vrais sujets. Alors, est-ce que les Européens sont prêts à prendre leur défense? Et Takuba est un mauvais exemple. Quand on regarde bien Takuba, en fait, pour moi, la France est vraiment le soldat de l'Europe. Quel est le pays qui s'engage? Quel est le pays qui met les moyens? Quel est le pays qui paye le prix du sang? C'est la France. Alors au Sahel, on peut dire ce qu'on veut. On y est allé en 2013 parce qu'il y avait des groupes armés terroristes qui se rapprochaient de Bamako, et si Bamako tombait, on avait à la fin une république islamique, j'allais dire, à Bamako. Et que serait-il passé? Eh bien, on aurait eu des centaines de milliers de migrants
qui aurait cherché à rejoindre les bords de la Méditerranée pour tenter de la traverser et rejoindre l'Europe. Voilà ce qui serait passé. Donc je pense qu'effectivement, il faut chercher à construire sa défense européenne. La France cherche à le faire. Malheureusement, elle n'est pas toujours suivie. Et on voit bien le problème de Takuba. Qui est présent dans Takuba? Il y a les Français, il y a les Suédois, mais ils ne font pas tout. Il y a des Estoniens et il y a peut-être des Hongrois, je ne sais plus quel est l'autre pays. En tous les cas, peu de pays sont présents au sein de la force Takuba. La vraie problématique, pour avoir été l'un des pays au sein de coalitions, en particulier en Afghanistan, où j'étais patron d'un groupement de forces spéciales, mais sous commandement américain, mais les Américains mettaient à notre disposition un certain nombre de moyens, chose qu'en fait, Français, on n'est pas vraiment capable de faire. Et quand je dis moyens, c'est les réseaux de commandement. Quand je dis moyens, c'est les hélicoptères qui permettent de transporter. Quand je dis moyens, c'est les bases sur lesquelles on peut s'installer. Quand je dis moyens, c'est tout l'apport du renseignement également. Et ça, je ne suis pas certain qu'on soit à la hauteur de faire cela. D'où la réticence des pays européens qui ne voudraient pas finir en Sahel, considérant que le Sahel, c'est un problème français. Or, le Sahel, pour moi, n'est pas un problème français. C'est un problème qui vise directement l'Europe, parce que se passe-t-il? Un certain nombre de gens partent de cette partie de l'Afrique et rejoignent l'Europe. Un certain nombre d'entre eux, malheureusement, se noient en Méditerranée et sont victimes de gens qui font de la traite d'êtres humains. Mais voilà ce qui se passe. Donc oui, Takuba, c'est sans doute une bonne idée au départ. C'est très difficile, finalement, à mettre en œuvre. Très bien, merci en général. Cyril, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant? Oui, je vais ajouter quelque Je vous chose en qui prie. est, pour les hasards de la vie, j'ai eu beaucoup à m'occuper de Takuba dans les mois derniers. Et ce que dit le général Comar me surprend beaucoup et me fait un peu tomber les écailles des yeux. Comme quoi, vous voyez, on peut avoir des idées de technocrates sur la question, des idées de politique sur la question. Et quand on est confronté à une expérience qui est nourrie par le terrain, ben on peut changer d'avis. Je ne vais pas m'exprimer sur le naval parce que ce n'est pas en cette capacité-là que je vous parle aujourd'hui, mais je trouve que c'est très important d'avoir à l'esprit ce qui vient d'être souligné sur la complémentarité entre les vecteurs et les effecteurs et sur l'attitude générale de nos alliés européens concernant les achats d'équipements américains. Euh, les Américains ont des politiques industrielles et commerciales qui sont très agressives. Tant mieux, c'est ce qui permet à certains de se procurer des équipements à plus bas prix, mais qui sont parfois assez déloyaux, hein. Ils utilisent eux aussi des instruments pour ruiner les efforts des Européens d'acheter européen, de développer des solidarités industrielles, stratégiques et opérationnelles. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune différence entre Obama, Trump et Biden. Ils ont exactement les mêmes pratiques que j'ai constatées au fil des ans. Pour autant, est-ce que les Européens sont exempts de reproches? Alors d'abord, il faut toujours se servir soi-même. Quand j'ai parlé dans des forums politiques, dans des forums industriels, dans des forums de business, de l'autonomie stratégique ces 5 dernières années à travers l'Europe, il faut bien dire que ça a résonné comme un signe d'arrogance très profond, même si à titre personnel, je connais bien cette zone-là. C'est très difficile de s'adresser à des interlocuteurs convaincus de la nécessité d'assurer leur défense nationale avec ce thème de l'autonomie stratégique. Et je ne parle pas seulement de polonais doctrinaires ou je ne parle pas seulement de laitons très rétifs au message stratégique français, hein. Je parle bien de personnes qui sont prêtes à débattre raisonnablement de ça. Deuxième grand reproche que les Européens doivent se faire à eux-mêmes, et les Français doivent en prendre eux-mêmes leur part, et je ne parle pas du naval, je parle de l'aérien, puisque c'est comme ça que j'ai commencé, sur l'A400M. À force de vouloir chacun son modèle, adapté à ses habitudes opérationnelles, d'avoir ses propres spécifications, de se préoccuper plus de servir telle ou telle PME dans une circonscription de tel ou tel pays, je pense à l'Ariège, là, en l'occurrence, puisque c'est ce dont je m'occupais, on perd de vue le but stratégique. Et je pense que
il faut bien que les Européens, mais les Français eux aussi, comprennent qu'on ne fait pas une BITD, une base industrielle et technologique de défense, pour servir un but avant tout économique, d'aménagement du territoire ou social, aussi noble soit-il, mais on fait une BITD pour avoir un effet stratégique général que les Européens, en raison même de leur division, de leur absence de cohérence sur la définition des équipements, ne parviennent pour le moment pas à obtenir. Donc, vraiment, c'est très important ce mouvement vers la prise de conscience stratégique doit se garder de plusieurs choses. D'une part, les bonnes idées technocratiques qui ne se traduisent pas par des véritables résultats opérationnels. Et là, ce que j'ai entendu sur Takuba m'éclaire beaucoup. D'autre part, la volonté de faire servir les politiques de défense nationale et les crédits de budget consacrés à la défense nationale à de multiples tâches, y compris l'aménagement du territoire. Non, ces crédits doivent vraiment être orientés vers un seul et unique but qui est vraiment la défense de l'intégrité territoriale, la défense de la souveraineté nationale et de la souveraineté européenne. Et troisièmement, en matière de défense, nous n'avancerons avec les Européens que si nous arrivons à casser l'image d'arrogance et de condescendance que, à tort ou à raison, on continue à nous attribuer à Athènes, à Varsovie, à Riga, à Tallinn, à Helsinki ou encore à Sofia. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, peut-être quand vous rencontriez des personnes, enfin des militaires à l'étranger, un certain sentiment qui pouvait vous attendre, entre guillemets, comme des Français arrogants, ou pas du tout? Non, mais je rejoins ce que disait Cyril Brett à l'instant sur la perception qu'ont les Européens de la France en général. Alors, entre militaires, ça se voit peut-être moins sur le terrain quand on est sur le terrain, mais je vais vous dire, mon grand regret, c'est que finalement, j'ai plus été souvent aux côtés des Américains, que ce soit en Afghanistan, que ce soit quand on était en Irak et en Syrie. C'est plus sur la fin de ma carrière militaire. Au Sahel, c'est les Américains qui nous ont prêté des moyens. Les drones, au départ, étaient américains, puisque nous étions malheureusement dans la capacité d'avoir, on avait des vieux drones Harfang, puisque là, en fait, les Européens n'ont jamais su développer un drone MAL, c'est-à-dire moyenne altitude, longue endurance, à l'instar du drone Reaper. Et heureusement que le ministre de l'époque de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a poussé les feux, puisque si je reviens sur cette histoire de drone, ça faisait 10 ans que ça traînait. Donc oui, j'ai finalement été souvent sur les théâtres d'opération avec des Américains, quelques Britanniques de temps en temps, et les autres nations rarement. Enfin, en tous les cas, les Européens. Donc oui, l'arrogance, c'est effectivement ce qu'on entend un peu dans les cénacles, que ce soit à l'OTAN, parce qu'on n'a pas toujours la position de tout le monde et qu'on ramène notre fraise. Et que ce que l'on dit, pour nous en France, rien n'est jamais impossible. Et derrière, on nous suspecte de vouloir prendre le lead, de vouloir être le chef, on nous suspecte de vouloir vendre nos armements, enfin armements au sens large. Hein. Voilà, donc en fait, oui, on est suspecté de ça. C'est vraiment ce que vous dites. Enfin, ça m'a fait penser à une phrase qui me semble est inscrite sur un des murs de l'état-major des armées et qui est d'un autre grand cavalier, Leclerc, mais qui est au service de la France. Ne me dites pas que c'est impossible. Mais, Oui. donc, au début de la conférence, on a évoqué la question des guerres hybrides qu'on entend très régulièrement et qui peut paraître un peu fourre-tout parce qu'on peut mettre beaucoup de conflits là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ce terme et qu'est-ce que vous metteriez comme réalité derrière? Ce qui est très intéressant, c'est que ce terme a été à la fois extrêmement à la mode et tout de suite disqualifié. À la mode parce qu'il semblait rendre compte de ce qu'on n'arrivait pas à nommer pour le moment, qui a été les opérations, et notamment les opérations russes, hein, ce qu'on a appelé la doctrine Gerasimov,
et qui a fleuri au début de la décennie pour essayer de décrire un continuum qu'on connaissait déjà sans l'avoir nommé de cette façon-là, c'est-à-dire un continuum entre les guerres de l'information, les déstabilisations de l'intérieur, la propagation de fausses nouvelles et des opérations militaires plus ou moins officielles, c'est-à-dire en fait plus ou moins clandestines. En fait. Et donc ça c'est apparu comme un nouveau branding, si vous voulez, comme une nouvelle marque, en plus personnalisée avec la figure tout droit tirée d'un film, mais malheureusement très réel de Gerasimov. Et donc ça a fasciné, parce que c'était un raccourci pour désigner donc, cette transformation de la conflictualité. Alors l'ennui, c'est qu'il y a eu une inflation dans l'utilisation de ces termes qui l'a quasiment vidé de sens. C'est-à-dire exactement comme tout est devenu terroriste, un argument, une posture, tout est devenu hybride, ce qui fait qu'on a perdu un peu le sens de la nouveauté. Et en fait, on a perdu la capacité que donnait ce nouveau concept, qui était d'identifier en fait les nouveautés de la conflictualité. Moi, ce que je trouve intéressant, indépendamment des discussions terminologiques, hein, même si de profession, normalement, je dois pouvoir en faire commerce pendant des heures et des heures, si on s'abstrait des mots et qu'on ne regarde plus que les choses, cette fois-ci, de fait, les stratégies et les tactiques adoptées par nos ennemis, nos rivaux, nos adversaires ou nos concurrents essayent de plus en plus d'articuler toutes ces dimensions de l'action, mais ne croyons pas pour autant que nous continuons à affronter les cyberpunks avec des chars ou que nous essayons d'affronter des groupes irréguliers à l'aide de l'aviation conventionnelle. La menace hybride et on le voit bien d'ailleurs dans l'actualisation stratégique et même avant l'actualisation stratégique, la menace hybride a amené à une hybridation des types de réponses. J'en veux pour preuve, par exemple, quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qu'on a évoqué, qui est la stratégie cyber de la France. Il y a 10 ans, les menaces hybrides étaient déjà en train de se préparer et la France a fait un énorme effort d'actualisation de sa doctrine, de sa prise de conscience, de mise en réseau et des acteurs étatiques et des acteurs privés sur la question pour, à la mesure de ses moyens, avoir les concepts, avoir également les ressources, les compétences pour pouvoir faire face à ces menaces. Alors, qu'elles soient hybrides ou qu'elles ne le soient pas, peu m'importe. Ce qui est important, c'est de voir que les menaces, mais elles le sont toujours, sont extrêmement évolutives, mais que nos capacités de réaction, elles aussi, le sont. Ne nous laissons pas, je pense, obsédés par le mot. Cyril, non, la réponse était géniale, sincèrement. Parce que cette hybridité, effectivement, c'est un terme très récent et qui recouvre en fait ce qu'on a bien envie de lui faire recouvrir. Moi, ce que j'entends un peu par guerre hybride, c'est qu'effectivement, c'est une guerre autre que la guerre dite conventionnelle entre des forces au sol ou aériennes ou navales. Et effectivement, vous avez parlé de stratégie cyber de la France. La France est peut-être partie tardivement, enfin, bien que pas si tardivement que ça au regard des autres nations, mais en tous les cas, a développé des vrais outils dans ce monde-là. Donc la France n'est pas du tout en retard en termes de lutte informatique ou de cyberdéfense. En termes, une petite anecdote, parce qu'elle m'amuse encore, lorsqu'il s'est agi de développer justement ce concept, j'ai fait partie d'un groupe de travail où il y avait des grands penseurs français, parce qu'on s'imaginait un peu qu'on pouvait faire référence à la dissuasion nucléaire lorsqu'elle avait été créée par le général de Gaulle. Donc en fait, qu'est-ce qu'on crée comme arme? Parce que finalement, c'est une espèce d'arme, comment ça se passe, etc. Et à l'époque, on n'avait pas voulu utiliser le terme de lutte informatique offensive parce que ça faisait peur, et on a utilisé le terme de lutte informatique active. Mais je vois avec intérêt qu'on revient au terme de lutte informatique offensive, ce qui me fait dire qu'on a vraiment pris en pleine considération ce besoin pour un pays tel que la France de disposer de ces outils-là. Parce qu'effectivement, on a affaire à des adversaires qui soient des hackers, j'allais dire, autonomes, ou qui soient des hackers en bataillon, comme on peut le voir en Chine ou en Russie, et qui cherchent à déstabiliser
ou en tous les cas, s'ils ne cherchent pas à déstabiliser, ils cherchent à acquérir du renseignement qui permettent de reprendre le temps d'avance qu'ils ont éventuellement perdu. Mais en tous les cas, c'est un domaine dans lequel on doit lutter, et c'est un domaine qui, aujourd'hui, dans tous les conflits que l'on mène, est excessivement utile et utilisé. On l'a utilisé pour le retrait des forces de nos forces en Afghanistan, et on l'utilise encore. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet aspect physique, parce que finalement, un soldat au sol, ça marque la présence, mais on a besoin également de cette haute forme de guerre qui permet, j'allais dire, à une nation de rester au premier plan des relations internationales. Du coup, la question était par rapport aux propos du général Lecointre, qui a indiqué que nous avions des difficultés pour maintenir une guerre sur le temps long. Et il avait aussi évoqué le fait que pour déployer toutes nos forces, par exemple dans le cadre de l'opération Serval initialement, mais pour déployer l'ensemble de nos forces, on avait eu besoin notamment d'appui. Est-ce que, considérant cet élément-là, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'engager des conflits de haute intensité? Et est-ce que c'est possible de manière autonome? Sur le temps long, c'est vraiment difficile parce que on voit bien, il nous manquait des munitions. C'est un truc idiot, hein, les munitions. Mais on n'en avait pas en stock suffisant. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'en avoir des gros stocks? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir tous ces moyens? Et c'est bien pour ça que, pour en revenir au départ de notre entretien, une Europe de la défense est utile. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas tout avoir tout le temps et qu'il faut pouvoir compter sur les autres. Et c'est l'intérêt de l'OTAN. L'OTAN, c'est vrai que le format des bombes, je vous donne un exemple, on utilisait des bombes GBU-12, qui sont des bombes d'à peu près 500 kilos. Eh bien, en fait, on en est allé en racheter aux Américains, qui en avaient en stock. Donc, en fait, oui, on a besoin des autres. Faire une guerre majeure contre un pays, on aura forcément besoin des autres. Seul, on ne saura pas la faire. Ce qu'on a fait au Mali en 2013, on l'a fait seul. D'ailleurs, ça a surpris un peu tout le monde, mais on n'était pas complètement seul non plus. Je vous l'ai dit, j'ai bénéficié des drones américains. Alors, pas tout le temps. On est allé un peu seul en termes de logistique. Et ce qui est absolument essentiel pour une armée, c'est pas tant les combattants de première ligne, c'est la logistique. Et Napoléon, vous reprenez sur notre histoire militaire, on gagne une guerre ou on la perd grâce ou à cause de la logistique. C'est absolument essentiel, c'est le nerf de la guerre. C'est les avions de transport lourds, c'est les bâtiments de projection et de commandement des BPC, c'est des moyens qui permettent à une force d'être projetée. Moi, j'ai toujours un regret avec l'armée française, c'est qu'on ne dispose pas d'hélicoptères lourds. J'entends par hélicoptères lourds des hélicoptères qui peuvent emmener au moins 30 à une trentaine de soldats. La France a fait le choix de ne pas en avoir. Ce que je regrette parce que c'est extrêmement utile et on voit bien au Sahel à l'heure actuelle, à chaque fois la France demande soit aux Néerlandais d'en prêter 2, soit aux Britanniques d'en prêter 2, soit aux Allemands de prêter non pas des CH-47 mais des CH-53. C'est des termes, hein, c'est des Chinook, soit c'est un double rotor, soit c'est des gros hélicoptères avec un simple rotor. Donc oui, on serait capable de mener une guerre conventionnelle. Néanmoins, il faut des réserves. Est-ce que ces réserves, on les a? Pas toujours. Et il faut travailler avec d'autres, d'où le besoin de travailler en coalition, d'où les exercices que l'on mène au sein de l'OTAN, parce qu'on a besoin d'avoir des habitudes de PC, de commandement communs. On sache comment ça se passe. Parce que si on agrège soudain différents pays, enfin des unités de différents pays, ça ne marche pas très bien. Alors, c'est vrai qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus l'anglais comme langue de travail avec tous ces pays-là, ce qui pose quelques problèmes en Afrique, au Sahel, parce que les Africains ne parlent pas forcément, enfin en tous les cas en Afrique de l'Ouest, ex-Afrique occidentale française, on ne parle pas forcément l'anglais ou l'allemand ou le suédois ou les autres langues européennes. Mais il est nécessaire de s'appuyer sur d'autres, oui. Je souscris à ce qui vient d'être dit. Mais je voudrais revenir à ce qui est le présupposé de la question, en fait.
pourquoi est-ce que nous aurions besoin de faire des opérations qui durent? Quel est l'objectif stratégique qu'on pourrait avoir? Si on prend l'histoire récente, est-ce que ce serait de réaliser une opération du type invasion de l'Irak comme les États-Unis? Ou est-ce que ce serait de réitérer, mais à grande échelle, l'opération Barkhane? Donc déjà, est-ce que la France a pour objectif de mener ce type d'opération sur la durée et dans des grandes dimensions? Pour le moment, non. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Et là, je reviens à ce que vous venez de dire en général, tout simplement parce que la France a d'autres ressources que d'avoir une armée massive capable de mener des opérations de très très grande envergure. D'abord, elle a le prestige, il faut bien le dire, de savoir entrer en premier. Et une fois qu'on sait faire cette opération-là, on peut tenter, et c'est le cas en ce moment, de déléguer les autres opérations qui sont celles d'occupation. Et là, on en vient à la deuxième ressource dont dispose la France, qui n'est pas une ressource militaire, mais qui est bien proprement une ressource diplomatique, qui est de convaincre un réseau d'alliés et de disposer d'un réseau d'alliés qui lui permet de compléter cet effort. Et donc, elle peut durer, oui, mais pas par ses propres forces, pas forcément de façon autonome, parce qu'elle a la capacité de rayonnement stratégique et de conviction stratégique, eh bien, d'impliquer tout un réseau d'alliés dans ces opérations de grande envergure. Et enfin, pour en venir à la logistique, on ne peut pas assez insister sur ce point-là, mais il y a aussi un des atouts qu'on ne voit pas forcément immédiatement en France, c'est la capacité à réorienter l'appareil productif ou de réorienter les différents acteurs de l'économie de la défense au sens un peu large du terme. Si, par les hasards de l'histoire, et ils peuvent se présenter, la France avait à mener une grande opération militaire d'envergure sur le très long terme, il y aurait tout un volet de son économie, tout un volet de son industrie, tout un volet de ses services qui sont pour le moment à la frontière du militaire sans être dans le militaire, qui devraient être réorientés. Et en raison même de l'importance que dans la vie économique française, la BITD a, cette réorientation serait possible. Donc, j'aurais tendance à répondre à cette question d'une façon diachronique et pas synchronique, par une évolution et non pas par une photo. Tenter, non, la France n'a pas les moyens d'occuper l'Irak, si c'était le cas d'espèce. En revanche, elle a les capacités, les ressources diplomatiques et les ressources organisationnelles, administratives et économiques. Si ses intérêts essentiels et si la défense de son territoire ou de ses intérêts vitaux sont en jeu, elle est relativement bien équipée, conceptuellement, économiquement, administrativement, pour mener ce type d'opération. Très bien. Alors, on va partir maintenant sur une… Bon, alors, messieurs, vous avez vu, on sort totalement du plan, mais c'est pas très grave. On va s'y rattacher à un moment ou à un autre, on va y arriver. Il y a une question, enfin, il y a quelques questions justement qui reviennent sur cette idée du couple franco-allemand. Et on voit notamment qu'il y a beaucoup de projets, que ce soit pour nos futurs blindés à échéance 2040 avec le programme Titan, donc le MGCS, ou que ce soit dans l'aérien avec, par exemple, le programme SCAF, qui unissent différents pays européens. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, entre guillemets, d'avoir des coopérations européennes pour avoir un volume de commandes suffisant, d'une part, et est-ce qu'on a tiré les enseignements, justement, des erreurs, si on peut appeler ça, de ce qui s'est passé avec le A400M? On est reparti pour faire la même chose, malheureusement. C'est un peu dramatique. On est en train, collectivement, les Européens collectivement et le couple franco-allemand, est en train de faire passer les questions d'aménagement du territoire, de division du travail, de division des retours sur investissement et des crédits budgétaires avant le but qu'on veut obtenir. À cela s'ajoute, encore une fois, je ne parle pas du MGCS, mais je parle du SCAF, des surspécifications et des particularités des deux côtés qui vont faire que toutes les économies d'échelle qui sont prévues, et elles doivent être importantes puisque les efforts de recherche et développement sont considérables. On est très mal parti. Je suis extrêmement inquiet de voir les logiques qui président à ces projets.
et il n'y aura que des arbitrages du plus haut niveau, qui vont pouvoir couper court à ces tendances-là. J'ai un élément, je suis désolé d'être aussi pessimiste, mais j'ai un élément de calendrier électoral en tête qui compliquera encore la chose. Le mandat d'Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive, et c'est la grandeur de notre démocratie, va arriver à son échéance en mai, et la période de développement de la conscience stratégique allemande sous la chancelière Merkel est elle aussi en train de se finir. Ce qui fait que les différents acteurs, s'ils n'ont pas eu des arbitrages économiques et financiers en faveur de leur propre thèse ou de leurs propres intérêts, vont jouer la montre. Et ça, je suis extrêmement, extrêmement inquiet. Alors, mon général, peut-être une question du coup qui, on va dire, est assez corollaire. Je l'ai dit au tout début, quand vous étiez à la tête du commandement des opérations spéciales, vous avez monté le SOFINS, qui est donc un salon qui réunit des entreprises qui présentent des matériels qui pourraient convenir aux forces spéciales. Est-ce que en France et en Europe, on a les talents pour aller concurrencer les Américains? Et deuxième question, est-ce qu'on est capable de protéger ces talents de rachats étrangers? On a vu par exemple que cette année, il y a Photonis qui a été protégé par l'État. Est-ce que c'est vraiment un changement dans la guerre économique qui se produit? Voilà. Est-ce qu'on a les talents et est-ce qu'on sait les protéger? Alors, le SOFINS au départ, c'était pourquoi? C'était pour mettre en relation des PME françaises et tenter de privilégier de travailler avec elles. Et pourquoi les forces spéciales? Parce qu'en fait, finalement, les forces spéciales ont besoin de beaucoup de petits matériels, même si parfois elles ont besoin de matériel plus gros, mais qui peuvent être développés par la DGA à ce moment-là. Et ces PME avec lesquelles on travaillait, en fait, nous disaient, mais en fait, on ne peut pas développer nos matériels sur fonds propres. On n'a pas assez de fonds propres, justement, pour développer ces matériels. Donc, il nous faut un débouché. Et ce débouché, finalement, je me suis dit, mais si je réunis ces PME françaises, mes homologues étrangers et les différents services en France qui touchent tout à ces sujets-là, que ce soit des GSI, des GSE ou autres, des RM, des RSD, et même dans la police, etc. Et finalement, il y a eu un vrai enthousiasme au départ, et on aura le 5e salon donc, qui a été déplacé, qui aurait dû avoir lieu en mars, mais je crois qu'il aura lieu fin juin, enfin pour l'instant, si le Covid ne nous ennuie pas jusque-là, ou la Covid. L'idée, c'était justement en France, on a des génies, mais sincèrement, je ne dis pas ça sur le ton de la plaisanterie, on a des génies, on trouve tout absolument géniaux, qui nous trouvent des petits matériels qui sont fantastiques, et Photonis en faisait partie. Et heureusement que pas mal de gens se sont soulevés pour tenter de les défendre, mais il n'y a pas que Photonis. Il y a d'autres petites sociétés comme ça qui sont des pépites françaises. On a cette chance-là et il faut les privilégier. Et il faut que l'État s'assure que ça ne parte pas à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? En général, tous ces gens-là sont achetés, toutes les startups avec lesquelles que je continue de voir. J'avais travaillé beaucoup avec l'une qui s'appelait EarthCube et qui s'appelle maintenant Préligence. En fait, c'est une start-up qui reconnaissait sur de l'imagerie satellitaire normalement, c'est l'œil humain qui regardait, si vous voulez, qui regardait des filets, des bandeaux, des images satellitaires ou des images prises par des avions et qui essayait de deviner c'est un char, c'est je sais pas quoi, un véhicule. Et là, ils ont créé un algorithme qui permet de reconnaître ça. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire ça. Il ne faudrait surtout pas que cette entreprise, par exemple, parte rachetée par un fonds américain ou que sais-je. Et ça, c'est absolument essentiel dans le cadre d'une défense globale et pas uniquement de soldats sur le terrain, mais il va de soi que des pépites françaises doivent être défendues. Et quand on voit un certain nombre d'entreprises françaises qui partent avec qui partent dans d'autres pays malheureusement, rachetés ou divisés, tout ça me désole profondément. Alors bien sûr, les plus gros, même si on n'est jamais à l'abri d'avoir des grosses pépites qui s'en vont et qui sont, quand je vois, si vous voulez, alors ça n'a rien à voir avec l'armement, mais qu'un cimentier comme Lafarge a disparu du paysage français,
Waouh, alors bien sûr, c'est c'est la loi du marché, c'est la concurrence, si on veut, bien sûr. Mais dans le cadre de la tentative de réindustrialisation de la France, ça me semblerait intéressant, effectivement, qu'on pousse ces petites entreprises-là qui sont françaises et qui bossent en France. Thierry, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là? C'est juste un ajout. Ça veut donc bien dire que l'effort de défense doit aussi concerner le secteur de la finance. Et en France, grâce, il faut bien le dire, au Covid et à la prise de conscience de la nécessité de garder son destin industriel en main, il y a des fonds de placement qui sont en train de se constituer, de se développer. Et j'en suis vraiment très content pour financer, racheter, garder la maîtrise capitalistique de ces entreprises. Donc, si parmi vous, il y a aussi des financiers qui sachent qu'ils participent eux aussi à l'effort de défense nationale. Et tout à fait. Enfin, c'est un élément qui est important qu'on essaie de véhiculer fréquemment. C'est que voilà, la défense et la sécurité, ces deux sujets très importants, sont réellement l'affaire de tous. Enfin, après avoir le parcours, on le voit, vous êtes passé par l'IHEDN, qui est un vecteur justement de lien entre tous ces éléments-là. C'est très important, oui. C'est très important. Et d'ailleurs, si dans l'auditoire, certains se demandent s'il faut rejoindre l'IHEDN jeune ou l'IHEDN pas jeune, comme c'était le cas pour moi, c'est-à-dire l'IHEDN vieux, eh ben, il faut y aller. C'est très intéressant. Moi, ça m'a amené à réviser beaucoup de préjugés que j'avais sur le secteur. Ça m'a amené à complètement évoluer sur d'autres, ou au contraire à renforcer mes convictions initiales. Il ne faut pas croire que c'est une institution, mais c'est comme SONU, que c'est une institution de fanamili. Hein. C'est vraiment une façon de réfléchir sur ce que c'est pour une société de se protéger dans tous les domaines. Alors justement, peut-être pour sortir du cadre purement militaire, même si c'est un trait qui est lié, on va dire, vous avez parlé de la réorganisation, entre guillemets, des entreprises et qu'on a cette flexibilité, entre guillemets, en France. On a vu au moment de la crise sanitaire qu'on avait abandonné les stocks stratégiques, comme on les a appelés, de masques. Est-ce que actuellement on a des stocks stratégiques de munitions, de pièces de rechange pour aussi bien les fusils que pour par exemple, les blindés ou des choses comme ça? Et est-ce qu'on a le savoir-faire technique en France, si demain on en a besoin, de reproduire à l'échelon national, ou est-ce que ça passe nécessairement par des coopérations avec nos alliés espagnols, nos alliés allemands, etc. Pour moi, il n'y a plus d'histoire de stock aujourd'hui. On est en flux tendu en réalité, ce qui est un petit sujet. Si demain, effectivement, se déclenche un conflit, et on l'a bien vu, parfois on voit bien le taux de maintien en conditions opérationnelles aux hélicoptères, par exemple, qui est très bas. Malheureusement, quand on regarde le taux, il n'y a pas que les hélicoptères, mais les hélicoptères, c'est assez marquant. Le taux d'usure est assez important et on a du mal à relever le taux de disponibilité de ces hélicoptères en particulier. Donc, non, on n'a pas de stock stratégique au sens où on l'entend. Alors, il y a des choses qu'on a effectivement en termes de munitions, en particulier en termes de dissuasion nucléaire, bien sûr. Après, on a un certain nombre de munitions, et je ne suis pas convaincu qu'on ait des munitions pour 5 ans de guerre. Bien évidemment, comme le disait tout à l'heure Cyril Bray, tout ça se mettrait en œuvre. Effectivement, une partie de l'industrie se réorienterait vers la fabrique de munitions de guerre plutôt que la fabrication de munitions de chasse ou que sais-je. Voilà. Mais non, on n'a pas de stock stratégique dans tous les domaines. Bon, ce qui pourrait des armements légers, ça, je ne sais pas. Je sais que la Suisse s'est débrouillée pour avoir son unité de production en Hongrie, contrôlée capitalistiquement par une de ces grandes entreprises de défense. En ce qui concerne les grands équipements stratégiques, donc les aéronefs, les navires, les ordinateurs, etc., on voit bien que les stocks sont bas, parce qu'il s'agissait évidemment d'optimiser la trésorerie de l'État, ce qui a un impact direct sur nos fiches d'impôts, donc nos fiches de paye. Et je vois dans les sociétés des conseils d'administration desquels je suis membre, dès qu'un dirigeant propose la constitution de ces stocks, pour des raisons économiques, pour des raisons comptables,
il est immédiatement critiqué. Ça alourdit énormément le bilan de l'entreprise et ça l'empêche de faire des investissements d'avenir. Ce qui fait qu'on se retrouve dans ces petites entreprises entre un choix un peu cornélien, entre d'une part investir dans les stocks, ce qui coûte très cher, surtout dans l'aéronautique, et d'autre part investir dans la recherche et développement et dans l'innovation. C'est pour ça, là encore une fois, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect financier. L'effort de défense va nécessiter des sacrifices financiers, ça c'est évident, mais va aussi nécessiter des choix collectifs sur où est-ce qu'on alloue ces ressources rares que sont les trésoreries, les capacités d'investissement et les crédits dont on dispose. Est-ce que c'est la sécurité avant tout, donc constitution des stocks, ou est-ce que c'est l'innovation avant tout? Et dans ce cas-là, c'est plutôt l'investissement dans la R&D. Et là, il y a un vrai choix collectif à faire sur la façon dont on envisage la conflictualité. Alors justement, en 2019, le chef d'état-major des armées avait été auditionné comme tous les ans par rapport au projet de loi de finances et il avait conclu entre guillemets son intervention en disant voilà, 2% du PIB, c'est une augmentation et je remercie les Français à travers la représentation nationale pour ce choix. À côté de ça, 2%, ça nous maintient à flot. Et donc, il nous reste deux solutions. Soit augmenter considérablement le budget de défense, passer à 5, 6, 7, 8%, soit renforcer nos partenaires stratégiques et renforcer nos alliés. On l'a évoqué tout à l'heure, les États-Unis, par exemple, quand on parle de guerre économique, ne sont pas vraiment des alliés. Souvent, ils viennent nous attaquer, on va dire, gentiment, même si ce n'est pas toujours très gentil. Mais justement, dans cette dimension-là, à moyen et à long terme, qui sont nos alliés? Sur qui on peut compter? Et ça revient à la question tout à l'heure qu'on posait de la Russie. Est-ce qu'au final, le fait que la Russie, qu'on le veuille ou non, sera toujours à nos frontières, est-ce que le fait que l'Afrique sera toujours au sud de la Méditerranée, etc., ne devrait pas nous amener à réfléchir sur qui sont nos alliés pour l'avenir? Et selon vous, qui doivent être nos alliés? L'autre jour, je disais que j'avais participé à un espèce de webinar avec trois autres officiers généraux, deux Européens, enfin un Allemand, un Britannique et un Américain. Et l'Américain, quand je lui parle de l'ennemi, je dis par exemple, les États-Unis d'Amérique sont nos adversaires économiques. Il m'a répondu, non, nous sommes compétiteurs. Mais au-delà de ça, non, mais je pense c'est pour ça qu'il faut développer vraiment des partenariats, non pas tous azimuts en Europe, mais avec des partenaires fiables, avec lesquels on puisse développer effectivement des synergies en termes d'armement, en termes de. Et pour l'instant, tant qu'on a l'OTAN, je vais dire l'OTAN, c'est pas si mal que ça. Si on regarde le verre à moitié plein, c'est bien l'OTAN. Qu'est-ce qui se passera demain? Face à quoi? Je ne voudrais pas que ça nous amène à une guerre qu'on n'aurait pas voulu et que vis-à-vis des Turcs, l'OTAN, c'est pareil. Mais là, j'ai vu qu'effectivement, Erdogan accusait les Américains d'être à l'origine de Turcs tués en Irak, ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref. Mais donc, on sent bien quand même qu'il y a une vraie tension entre la Turquie et puis les États-Unis d'Amérique. Oui, des alliances avec des. Mais on le fera toujours, on travaille avec les Allemands. Mais par exemple, les Allemands, on a développé des matériels avec eux. On avait développé le Transal, qui a fonctionné très bien et qui vole encore d'ailleurs. Les Américains, ils font un choix en termes d'armement. Ils construisent pour 100 ans. Donc la cellule, évidemment, évolue. Mais quand vous prenez leur Chinook CH-47, ils ont plus de 50 ans, ces hélicoptères. Quand vous prenez un certain nombre de matériel, ils ont su les faire évoluer, mais donc en fait la plateforme initiale existe toujours. Donc je pense qu'en termes de gains de productivité, c'est un certain gain, mais il y a un marché intérieur suffisant, et puis ils en ont vendu dans le monde entier aussi. Donc oui, travaillons avec les Allemands, mais les Allemands, je reviens sur les Allemands en opération extérieure, la brigade franco-allemande, elle ne fait pas la guerre. Enfin, je veux dire, ceux qui font la guerre, ce sont les Français, les Britanniques, voilà.
Donc, des alliances, oui, mais avec des gens avec lesquels on va agir de la même façon. Ce qui est assez intéressant, c'est en 2015, vous savez, non, c'était 2013, quand on devait aller bombarder la Syrie suite comment dirais-je, à l'utilisation d'armements chimiques en Syrie. Et donc, on devait aller bombarder certaines positions de Bachar el-Assad. Les seuls pays qui y allaient, il y en avait 3. Donc, il y avait toujours les États-Unis d'Amérique, il y avait la Grande-Bretagne et la France. Et la seule qui soit restée à vouloir encore y aller, c'était la France. La Grande-Bretagne a dit ben non, je suis passé devant le Parlement a dit non. Et bizarrement, Obama a dit ben moi aussi, je passe devant le Congrès, et le Congrès a dit non. Alors que la Constitution américaine est comme la nôtre, c'est-à-dire qu'en fait, le président de la République est le chef des armées, et à ce titre, peut décider d'un conflit. Alors aujourd'hui en France, il repasse devant le Parlement au bout de 4 mois pour expliquer. En général, le vote est toujours positif, mais on aurait été incapable d'y aller seul. Incapable. Pourquoi? On est passé de ravitailleurs. Or, toujours la logistique. Hein. Je reviens sur cet aspect logistique. Nos avions partaient d'assez loin et il fallait qu'ils soient ravitaillés au moins 4 ou 5 fois en l'air. Donc il fallait des tankers qui tournent en hippodrome sur lesquels viennent se biberonner nos avions. Donc, on ne l'a pas fait. Mais parce qu'on n'était pas capable de le faire. Donc, oui, vous avez raison. Il faut avoir des alliances. Mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de conflit. Il faut avoir des alliés. Toujours. On ne peut pas être seul. Cyril, peut-être plus spécifiquement, du coup, sur la Russie. Enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, enfin, l'OTAN perdure alors que son allié historique, entre guillemets, le pacte de Varsovie, est tombé. Est-ce que demain, on peut imaginer un rapprochement, comme l'a voulu le président Macron quand il a invité, par exemple, le président Poutine dans sa résidence d'été? Est-ce que, voilà, demain, on peut imaginer un rapprochement avec les Russes? Oui. Alors, l'esprit de Brégançon, c'est vraisemblablement pas ce qu'il y a de plus prometteur hein, dans les réseaux d'alliances français. Indubitablement, avec la Russie, il y a des convergences qui sont sectorielles. La plus évidente d'entre elles, c'est la restauration du JCPOA concernant le nucléaire iranien. Un thème également qui est la restauration du cadre multilatéral de sécurité à l'échelon mondial et à l'échelon européen, même si les Russes ne sont pas dénués d'arrière-pensée quand ils défendent cette position. La lutte, évidemment, contre les mouvements djihadistes, même si on l'a vu en Syrie, au moment où Villiers était SEMA, le dialogue avec Gerasimov était assez compliqué pour avoir des coopérations opérationnelles très puissantes. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, pour aller encore un peu plus loin dans ce qui a été dit sur les alliés, c'est il faut avoir des alliés, oui, il ne faut pas avoir un seul type d'alliés. Avec les Allemands, nous avons des alliés avec lesquels nous voulons réparer 100 ans de suicide européen. Très bien, parfait. Avec les Britanniques, nous avons des alliés avec lesquels nous allons au feu dans des situations qui sont précises et qui sont généralement liées à des zones où nous avons été actifs comme colonisateurs ou comme décolonisateurs. Avec les Russes, nous avons des intérêts sectoriels qui tiennent à une architecture un peu précaire, il faut bien le dire, mal en point, de sécurité collective. Avec les Américains, nous avons des objectifs qui sont communs et qui tiennent au statut à la fois de grande démocratie et de pays de puissance militaire. Mais la France, depuis plusieurs années, a développé des réseaux d'alliances qui sont peut-être moins visibles du grand public, mais qui sont extrêmement prometteurs, et notamment dans l'Indo-Pacifique, avec ce qui, s'ils étaient français, pourraient être des pays qui pourraient se décrire eux-mêmes comme des puissances d'équilibre ou comme des puissances de pacification. Je pense par exemple au Japon, qui n'a évidemment aucun projet hégémonique, qui a un grand pouvoir économique et des capacités militaires qu'il choisit intentionnellement de sous-exploiter. Je pense évidemment aussi à l'Australie, qui n'a évidemment aucun projet hégémonique et
et qui veut se garantir contre les risques de déstabilisation, bien sûr d'origine chinoise, mais pas seulement dans la région. Et donc l'Indo-Pacifique, qui est un concept qui lui aussi, comme guerre hybride, mérite d'être discuté, interrogé, critiqué, disséqué. L'Indo-Pacifique sert de cadre actuellement à la France pour développer des réseaux d'alliances. Alors, ce ne sont pas des réseaux d'alliances pour avoir des alliés avec lesquels on ira faire véritablement la guerre de haute intensité, que ce soit dans la bande sahélo-sahélienne ou que ce soit en mer Noire. Mais ce sont des alliés avec lesquels nous développons des solidarités dans des exercices conjoints, solidarité évidemment industrielle, solidarité également dans des postures dans des enceintes internationales. Donc j'aurais tendance à dire, oui, développons nos alliances, évidemment, c'est la taille même de notre puissance qui le réclame. Nous ne pouvons pas être autonomes au sens où nous ne pouvons pas agir seuls dans tous les domaines et pour tous les objectifs. Mais ne confondons pas ce que nous attendons de chacun de nos alliés. Nous ne pouvons pas attendre des Allemands la même chose que ce que nous attendons des Britanniques, ça c'est en Europe. Nous ne pouvons pas attendre des Indiens la même chose que nous attendons des Australiens, tout simplement parce que nos besoins respectifs ne sont pas les mêmes, et n'attendons pas des Japonais ce que nous aurions tendance à attendre de nos alliés. Le partenariat stratégique est très important avec les Émiriens, les Émirats arabes unis. De même qu'il est impossible de traiter avec l'Arabie saoudite, allié stratégique aussi de la France, ce qu'on attendrait d'autres alliés stratégiques aux valeurs politiques beaucoup plus proches que les nôtres. Mais c'est à la fois une grande faiblesse des alliances françaises. Nous sommes alliés avec des États que l'opinion publique n'apprécie pas, mais aussi une très grande force. Notre réservoir d'alliés et notre boîte à outils d'alliance est extrêmement, extrêmement diversifiée et peut servir des finalités qui sont très différentes. C'est un peu ça la résilience, hein, c'est pouvoir se reconfigurer rapidement avec différents réseaux d'alliances et différentes ressources en fonction des risques ou des menaces qui pèsent sur notre indépendance nationale. Alors, entièrement d'accord avec Cyril, il n'a pas cité l'Égypte. C'est juste. Allez, on cite l'Égypte aussi, ça nous fait plaisir. Très bien, ça fera plaisir à Hervé Guillot et à Pierre-Éric Pommelet. Alors peut-être pour conclure, parce qu'on va pas vous garder, même si nous ça ne nous dérange pas, on pourrait vous garder toute la soirée, mais on imagine bien que vous avez d'autres choses à faire. J'aimerais aborder un dernier sujet avec vous. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les conflits qu'on mène actuellement nous ont également coûté des vies humaines. D'ailleurs, on pense à tous ces soldats qui sont tombés pour l'ensemble de la population française, des valeurs qu'on défend. Ça coûte aussi beaucoup d'argent, que ce soit des opérations en tant que telles ou que ce soit une armée dimensionnée comme la nôtre. Et vous l'avez dit, je pense l'un et l'autre au cours de cette discussion, que la chose militaire, les questions de défense et de sécurité ne sont pas le seul apanage des militaires et concernent beaucoup plus globalement le politique, évidemment, mais au-delà de lui, toute la population. Aujourd'hui, moi, quand je lis l'actualisation stratégique et qu'on peut discuter à droite, à gauche avec des personnes, il y a deux questions que je me pose. C'est est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore prêts à nous battre pour nous défendre ou pour défendre des valeurs qui nous sont chères? Et si oui, on est encore capable de se battre, pourquoi on est capable de se battre, justement, que ce soit aujourd'hui ou demain? En général, peut-être? Alors, moi, ce que je note, c'est que, vous en êtes la preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a des tas de jeunes de votre génération qui sont très intéressés par les questions de défense. Donc, ce soir, avec Cyril Bray, on s'exprime devant vous, mais il n'y a pas que SONU, il y a plein d'autres organismes dans lesquels plein de jeunes en fait, sont très intéressés par les questions de défense. Et comme patron du commandement des opérations spéciales ou directeur du renseignement militaire, j'ai vu des tas de jeunes qui souhaitaient s'engager, qui n'étaient pas plus militaires que ça, mais qui voulaient servir comme civils. Et une fois qu'ils étaient dans ces organismes, en particulier des jeunes femmes, voulaient rentrer dans la réserve, étaient engagés en opération en tant que réservistes. Donc oui, il y a dans notre jeunesse actuelle des gens vraiment intéressés par ce qui est le monde de la défense et qui, je pense, seraient prêts le jour où ça serait nécessaire à défendre notre pays, ce qu'on appelle notre liberté, effectivement, et les valeurs fondamentales qui font ce qu'est la France. Aujourd'hui, pays dans lequel on vit bien.
en dépit de tous les problèmes qui sont les nôtres, hein, bien sûr, mais en tous les cas, quand on regarde sincèrement le verre à moitié plein, on peut être heureux de vivre en France. Et d'ailleurs, il y a des tas de gens qui veulent venir habiter la France. Il y a bien une raison à cela. Donc, je pense qu'il y a un véritable esprit de défense. Ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai connu donc la période de la conscription et la période de l'armée professionnelle. On pensait tous, les militaires d'active, que le passage à l'armée professionnelle serait un frein justement à ce lien armée-nation et justement à cet esprit de défense. Eh bien, je note que nos soldats morts sont accueillis aujourd'hui sur le pont Alexandre III à Paris, et il y a toujours plus ou moins de monde, il y a toujours des gens qui le saluent, il y a toujours un hommage national. C'est le président Sarkozy qui a mis ça en place. Et je trouve ça très bien, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, je trouve ça très très bien. C'est-à-dire que ça participe de l'esprit de défense. Il y a un fils de France ou une fille de France, comme c'était le cas récemment, qui meurt pour son pays, et eh bien, on met ça un peu en exergue en disant, mais voilà, il a donné sa vie pour la France, et pour une cause plus grande que sa propre vie. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire donner une dimension, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et c'est pas en se regardant le nombril, c'est bien en donnant une dimension plus grande qu'on donne un esprit de défense. C'est-à-dire que la France est quelque chose qu'on a envie de défendre, et je vois que parmi les jeunes aujourd'hui, et je vois dans l'entreprise dans laquelle je bosse aujourd'hui, les gens sont très intéressés par ça. Le nombre de gens qui voudraient aller faire des périodes de réserve, qui s'intéressent, qui posent des questions, qui vont participer à des séminaires, eh bien, honnêtement, pour l'ancien que je suis, je trouve ça plutôt rassurant. Cyril, vous avez quelque chose à ajouter? Ah non, je préfère ne rien dire. C'est exactement. On ne saurait mieux dire. On ne saurait mieux dire, vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça me fait penser aux mots que le général Lecointe cite à chaque fois d'Ernest Renan, comme quoi le deuil unit plus sûrement que la joie, car ça impose des devoirs à ceux qui restent, etc. Et voilà, je pense qu'on a une dette. Enfin, on pense globalement dans l'association qu'on a une dette envers ceux qui s'engagent pour nous. Et voilà. Mais je vous dis, il y a plein de jeunes qui veulent s'engager. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Bien sûr. Et puis, enfin, comme vous l'avez dit, on n'est pas du tout les seuls. Enfin, il y a les jeunes de l'IHEDN, il y a plein. des associations de défense partout, que ce soit à la Sorbonne ou à l'extérieur. Et voilà, enfin, les personnes qui nous écoutent là, allez voir ce que font les autres. Et puis, il y a aussi un facteur sociologique assez fort. Hein. Les hommes du rang font des allers-retours assez nets, assez fréquents maintenant entre la société civile, où ils sont de simples civils, des salariés, des indépendants, des artisans, des associatifs. On le voit bien dans le turnover des armées. Puis des officiers aussi font l'effort, quand ils mettent fin à leur carrière militaire, font l'effort de s'insérer dans le tissu économique, associatif du pays, ce qui fait que les allers-retours ne sont pas seulement des civils vers les forces armées et l'esprit de défense, mais aussi des militaires dans la société civile. Et il faut se féliciter qu'ils contribuent à des débats militaires, bien sûr, des débats stratégiques, évidemment, mais aussi à plein d'autres débat. Par exemple, il n'est pas là, mais il sera content de le savoir. Mais par exemple, ce que fait Loïc Finaz pour développer des concepts de management qui sont ni militaires ni civils, ou ce que fait Antoine Bossan, l'amiral Bossan, pour développer l'esprit d'entreprise et de métallurgie dans le bassin de Cholet le montre. Les militaires sont présents aussi dans des domaines qui ne sont pas militaires. Et ça contribue, je pense, à ce que il n'y ait pas d'antimilitarisme primaire, qu'on ait un antimilitarisme secondaire, pourquoi pas, chacun ses opinions, pas de problème, mais que je pense que ça montre le rôle social que les militaires ont dans la vie civile, et ça me semble très important. Ouais, je rejoins. Qu'à travers vos deux parcours, vous êtes la preuve que les deux... Moi, je suis un modeste civil. Moi, je modeste. Ouais, arrogant, oui. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vu changer entre le moment où j'ai commencé à approcher les études stratégiques durant mes études dans les années 90 et maintenant, où vraiment le dialogue entre la société civile,
les militaires, les anciens responsables militaires, les autorités politiques, les autorités militaires est beaucoup plus riche, pas moins critique, mais beaucoup plus riche qu'auparavant, sans doute en raison de la désillusion que les dividendes de la paix ont rencontré. Nous ne croyons plus à un monde fukuyamesque où tout se résoudra par le droit, et nous sommes résolus à voir que nous pouvons subir des pertes, y compris humaines, sur notre propre territoire et parmi nos proches. C'est ce qui nous a fait comprendre que nous ne pouvions pas rester étrangers à la chose militaire quand nous étions des civils et étrangers au monde des civils quand nous étions des militaires. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Et les deux mondes vont apprendre l'un de l'autre. C'est très beau. Ça, c'est sûr. Mais grâce à vous, Maxime, grâce à vous et grâce à vous. Modestement. Oui. Sans arrogance, Maxime. Non, jamais. Pour une fois, sans arrogance. Voilà. Mon général, Cyril Brett, merci beaucoup pour votre temps ce soir. Merci pour vos réponses. Et ravi d'avoir discuté avec Cyril Brett de façon distancielle, mais bon. Qui ont été là ce soir. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci pour vos réflexions qui ont alimenté, on l'a dit, l'esprit de défense. Et voilà, plus il sera partagé, plus il sera vif et plus positif ce sera. En tout cas, pour les personnes qui ont écouté ce soir, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi. On est très preneurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe. Voilà, vous trouverez, je pense, sans souci. Si vous n'écoutez pas nos podcasts, nous avons 2 excellents numéros qui ont été faits avec Cyril Brett et le général Gomard, comme par hasard, qu'on vous invite à écouter. Donc voilà, on vous retrouve prochainement pour des nouveaux événements, que ce soit en podcast, sur notre blog, des simulations de crise ou des conférences. Et voilà, d'ici là, n'oubliez pas, comme on l'a dit ce soir, que la défense est l'affaire de tous. Et encore merci à nos 2 intervenants.